On a tous un peu cette image du pilates, hein, des corps hypertoniques, gainés, qui font des mouvements d'une précision presque chorégraphique. C'est un peu l'idéal de la performance, de la santé, mais la réalité, c'est que beaucoup de gens qui arrivent dans un studio, ils n'ont pas ce corps parfait. Ils viennent avec un corps qui a été blessé, opéré, un corps qui a une histoire, parfois une histoire douloureuse. Et là, la question se pose, est-ce que la méthode est toujours adaptée? C'est justement ce qui nous amène à notre discussion aujourd'hui. On va se pencher sur une spécialisation qui est en train de redéfinir un peu les contours du métier d'instructeur de Pilates. C'est la formation Injury Special Population ou ISP. Pour faire ça, on s'appuie sur un entretien vraiment passionnant avec Caroline Berger de Femini, qui est formatrice et fondatrice d'un studio à Paris. L'objectif, c'est de comprendre comment le Pilates peut passer d'une simple pratique de bien-être à un maillon essentiel de la chaîne de réadaptation. Et la question de fond que pose cet entretien, elle est assez directe en fait. Est-ce que la formation classique, celle que la plupart des instructeurs suivent, est-ce qu'elle les prépare vraiment à la diversité des corps qu'ils vont rencontrer? La réponse de l'experte qui est interviewée, elle est sans appel. Non. Il y a un vrai fossé entre la théorie, qui s'adresse à un corps globalement sain, et la pratique, la réalité du terrain. C'est là où on gère des lombalgies chroniques, des prothèses de hanches, des scolioses. Et c'est ce vide que la formation ISP, justement, vient combler. C'est intéressant parce que ça veut dire que beaucoup d'instructeurs, même s'ils sont très compétents, doivent se sentir un peu démunis à un moment ou à un autre. On leur apprend un répertoire d'exercices, mais pas forcément les clés pour l'adapter à une situation vraiment complexe. C'est exactement ça. La formation de base, elle est excellente pour apprendre les mouvements, leurs objectifs, les modifications principales. Mais elle reste un peu à la surface. Le problème, c'est quand un client arrive avec un diagnostic médical précis. L'instructeur sait qu'il doit être prudent, bien sûr, mais il ne sait pas toujours pourquoi. Il lui manque ce que l'experte dans notre source appelle la finesse. La finesse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est juste être plus prudent? C'est bien plus que ça. C'est la capacité de comprendre la biomécanique d'une lésion. De savoir, par exemple, qu'un tissu qui est en phase de cicatrisation, il n'a pas du tout les mêmes besoins qu'un tissu sain. L'exemple qu'elle donne est très parlant. Face à une lombalgie chronique, le réflexe, ça pourrait être de faire des flexions de la colonne, les fameux roll-ups. Mais sans cette lecture fine, on peut passer à côté d'une micro-instabilité et, en voulant bien faire, on risque en fait d'aggraver la douleur. La finesse, c'est ça. C'est savoir lire ce qui se passe sous la surface pour prendre la bonne décision. D'accord. Donc, si cette finesse est le but, comment on l'acquiert? J'imagine que ce n'est pas juste apprendre une liste de pathologies et de contre-indications par cœur. Il doit y avoir une nouvelle grille de lecture du corps qui est proposée, non? Absolument. Et c'est là qu'on touche vraiment au cœur de la formation ISP. Elle s'articule autour de deux concepts fondamentaux qui changent toute la perspective. La forme closure et la force closure. Alors là, ça devient un peu technique. Form closure, force closure. Est-ce que c'est juste une autre façon de parler de l'ossature et des muscles? C'est plus subtil que ça. Et l'idée de closure, de fermeture, elle est importante. On peut le voir comme ça. La forme closure, c'est la stabilité passive. C'est la manière dont tes os s'emboîtent, la tension de tes ligaments. C'est un peu comme des pièces de Lego qui sont parfaitement ajustées. Ton bassin, par exemple, il forme un anneau qui est stable de par sa forme même. C'est une stabilité structurelle, si on veut. D'accord. La structure de base. Le hardware en quelque sorte. Voilà, exactement. Mais cette stabilité passive, elle ne suffit pas toujours. Surtout quand on bouge, quand on porte des charges. Et c'est là qu'intervient la force closure. Ça, c'est la stabilité active. Celle qui est générée par la contraction coordonnée de tes muscles profonds, l'élasticité de tes fascias et la commande de ton système nerveux. C'est le software qui vient renforcer le hardware. C'est ton transverse, ton plancher pelvien, qui s'active pour verrouiller la structure, la sécuriser. C'est fou, ça change complètement la vision des choses. On pense toujours à contracte tes abdos, mais l'idée qu'il y a un dialogue permanent entre la structure passive et les muscles actifs, c'est bien plus fin. On comprend mieux pourquoi un même exercice peut être bon pour une personne et mauvais pour une autre. Le point de départ n'est juste pas le même. Précisément. Et un instructeur qui est formé à l'ISP, il apprend à observer ce dialogue. Il ne se demande plus seulement est-ce que l'exercice est bien exécuté, mais quel système est en train de travailler. Et comment ça s'applique à un exercice hyper classique? Le pont, par exemple. Tout le monde connaît le pont. Comment un instructeur ISP l'aborderait différemment?
Ah, c'est un cas d'école parfait, qui est d'ailleurs détaillé dans l'entretien. Imagine une personne avec une instabilité de l'articulation sacro-iliaque. C'est une douleur assez fréquente, en bas du dos. Un instructeur classique va corriger la forme extérieure. Il plaît à les pieds parallèles, le bassin bien aligné, monter descend lentement. Il se concentre sur l'esthétique du mouvement. L'instructeur ISP, lui, il va raisonner complètement différemment. Il se dit, OK, la forme closure de cette personne, c'est-à-dire ses ligaments au niveau du sacrum, elle est déjà fragile. Si je lui demande juste de monter le bassin, elle risque de compenser et de se faire encore plus mal. Donc il ne lui fait pas faire l'exercice? Il l'évite. Au contraire, il va utiliser l'exercice pour lui apprendre à créer de la stabilité. Il va lui demander de se concentrer sur l'activation de sa force closure avant même de bouger. Il va donner des indices très précis. Sans le contact de tes pieds au sol, engage doucement tes muscles profonds comme si tu resserrais une ceinture, et maintenant, laisse le bassin flotter vers le haut grâce à cette stabilité. Le but, ce n'est plus de monter le plus haut possible. Le but, c'est d'apprendre au corps à se stabiliser activement. Le mouvement devient un outil, pas une fin en soi. C'est une approche beaucoup plus cérébrale en fait, mais est-ce que c'est purement mécanique? Une personne qui a une douleur chronique, elle a aussi souvent peur de bouger, elle a une appréhension. Est-ce que cette approche prend ça en compte? Et ça, c'est le deuxième pilier de la formation. C'est un point absolument majeur. On ne rééduque pas un muscle, on rééduque un réseau. Une blessure, surtout si elle est chronique, elle laisse une empreinte dans le système nerveux. Le cerveau apprend à se protéger, parfois de manière excessive. Il crée une sorte de carte de la douleur, et il anticipe le danger avant même qu'il n'arrive. L'instructeur ISP devient alors ce que l'expert appelle un éducateur du système nerveux. Un éducateur du système nerveux. J'aime beaucoup l'expression. Ça va bien au-delà de la simple consigne de mouvement. Totalement. Et ça passe par des choses très concrètes. La lenteur, par exemple, pour donner au système nerveux le temps de traiter l'information sans paniquer. La respiration, pour calmer tout le système, désamorcer la réponse de stress. Et puis, des consignes verbales très très fines qui orientent l'attention non pas sur la performance, mais sur les sensations. On ne dit plus « monte la jambe », mais observe ce qui se passe dans ton dos quand tu imagines ta hanche devenir plus légère. On aide la personne à reprogrammer sa carte motrice, à se prouver à elle-même qu'un mouvement sans douleur est à nouveau possible. Tout ça, ça me fait penser que le rôle de l'instructeur s'en trouve profondément modifié. On se rapproche beaucoup du champ thérapeutique, non? Est-ce qu'il y a un risque de brouiller les lignes, que l'instructeur se prenne pour un kiné? C'est une préoccupation qui est au centre de la formation. Et la réponse de la source est très claire, non. La frontière doit être et doit rester infranchissable. L'ISP ne transforme pas l'instructeur en soignant, elle ne lui apprend pas à poser des diagnostics ou à traiter des pathologies aiguës. Alors, quel est son rôle exactement? Son rôle, c'est de devenir un maillon précieux dans la chaîne de soins. La formation lui donne ce que l'expert nomme une culture paramédicale élargie, c'est-à-dire qu'il apprend à comprendre le jargon médical, à lire un compte-rendu, à savoir ce qu'est une hernie discale, non pas pour la traiter, mais pour travailler intelligemment autour. Et surtout, il apprend à connaître les limites de son champ de compétences et à savoir quand il faut absolument référer à un médecin ou à un kiné. L'éthique, la responsabilité, c'est au cœur de la démarche. Mhm, mhm. Et pour que ce maillon s'intègre bien dans la chaîne, j'imagine qu'il faut pouvoir parler la même langue que les autres professionnels de santé. C'est le point crucial. Sans langage commun, il n'y a pas de confiance. Et c'est là que l'ISP fait une différence énorme. L'exemple dans l'entretien est frappant. Un instructeur classique, il pourrait dire à un kiné j'ai vu votre patient, on va lui faire du reformer, ça va lui faire du bien. C'est bien intentionné, hein, mais ça manque de précision et ça ne rassure pas vraiment le corps médical. Et l'instructeur ISP, qu'est-ce qu'il dirait? Il pourrait dire quelque chose comme j'ai bien noté que votre patient est en phase de rééducation post-opératoire de la hanche. Pour l'instant, je prévois de travailler sa force closure en chaîne fermée et en isométrique, en évitant les grandes amplitudes de mouvement pour renforcer la stabilité sans mettre de stress sur la cicatrice. Et là, le kiné, il entend des concepts qu'il connaît. Il comprend la logique, il sait que son patient est entre des mains compétentes et prudentes. Ça change tout. Un vrai partenariat devient possible. On passe d'un discours sur les exercices à un discours sur les principes physiologiques. Et au quotidien, dans le studio, comment ça se traduit? On n'est plus dans un cours collectif classique, j'imagine. Ça transforme complètement la pratique. On passe du cours un peu chorégraphié, où tout le monde fait la même chose, à ce que l'entretien appelle un travail d'orfèvre. L'instructeur apprend à jongler avec une multitude de paramètres.
La charge, la vitesse, la complexité, l'orientation du corps dans l'espace. Chaque exercice est choisi pour une raison précise. Et ça apporte aussi un immense confort intérieur à l'instructeur. Fini l'angoisse de « est-ce que je fais bien ?» Il est dans le discernement. Il sait pourquoi il choisit un exercice et pourquoi il en écarte un autre. Il est plus sûr de lui et cette confiance, évidemment, elle se transmet au client. Et pour le client, justement, au-delà de la sécurité, qu'est-ce que ça change pour lui dans la relation? Ça change toute la dynamique. On sort du modèle un peu vertical « je suis le prof, tu es l'élève, tu exécutes ». On entre dans une relation plus horizontale, une alliance. C'est on explore ensemble, on ajuste en fonction de tes sensations. Pour quelqu'un qui a été blessé, qui a peut-être subi passivement des protocoles médicaux, cette co-construction est incroyablement puissante. On lui redonne du pouvoir, de l'agentivité sur son propre corps. Il n'est plus un cas à réparer, il redevient acteur de son bien-être. Donc, si je résume, on a une approche qui est parfaite pour la rééducation, pour les personnes avec des douleurs chroniques. Mais l'entretien révèle une application dans un domaine qu'on n'attendrait pas forcément, les athlètes de haut niveau. Ça semble un peu contre-intuitif. Pourquoi un corps qui est à la pointe de la performance aurait besoin de cette approche ultra prudente? C'est une excellente question, parce que ça paraît paradoxal au premier abord. Mais en réalité, un athlète, c'est aussi une population à risque. Son corps, c'est une machine de haute précision, mais il est aussi soumis à des contraintes énormes, répétitives. Et pour performer, un athlète développe souvent des stratégies de compensation qui sont incroyablement efficaces. Il peut continuer à performer à un très haut niveau, tout en masquant un déséquilibre, une faiblesse, une micro-lésion. Il devient une sorte d'expert pour tricher avec son propre corps, en fait. Exactement. Le problème, c'est que cette compensation, elle a un coût. Elle finit toujours par surcharger une autre structure, qui un jour, elle lâche. C'est là que la blessure arrive. Parfois, celle qui met fin à une carrière. L'approche ISP, avec sa lecture très fine du mouvement, elle permet de faire autre chose que de simplement renforcer ce qui est déjà fort. Elle permet de débusquer ces compensations. C'est un travail de détective, en quelque sorte. C'est un peu ça. Prenons l'exemple d'un golfeur. Sa performance dépend d'une rotation explosive du tronc. Si cette rotation est générée en compensant une faiblesse de mobilité ou de stabilité dans la hanche, non seulement il risque la blessure au dos, mais en plus il perd en trissance. Son mouvement n'est pas propre. L'ISP va permettre de nettoyer ce geste à la source. En travaillant sur la stabilité profonde de la hanche, on ne fait pas que prévenir la blessure, on rend le mouvement de l'athlète plus efficace, plus économique, plus puissant. Ce n'est plus de la rééducation, c'est de l'optimisation. C'est une sorte d'assurance qualité pour sa carrière. Vu comme ça fait complètement sens. L'entretien va même jusqu'à affirmer que dans quelques années, ne pas être formé à l'ISP pourrait devenir un handicap professionnel pour un instructeur. C'est une déclaration assez audacieuse. Est-ce que c'est réaliste ou c'est un peu un argument marketing pour vendre la formation ISP? C'est une affirmation forte, c'est vrai, mais elle s'appuie sur une tendance de fond. La clientèle des studios de Pilates, elle change. On a une population qui vieillit, qui est de plus en plus sédentaire, avec une augmentation des pathologies chroniques. Les gens ne viennent plus seulement chercher un summer body. Ils viennent parce que leur médecin leur a dit « faites du Pilates pour votre dos ». Et les attentes de cette clientèle et du corps médical qui l'envoie sont de plus en plus élevées. Ils vont chercher des professionnels qui peuvent garantir une pratique non seulement efficace, mais surtout totalement sécuritaire et adaptée. Donc la spécialisation devient un gage de crédibilité en fait. Exactement. C'est une façon de se positionner comme un professionnel de santé et de bien-être de premier plan. C'est ce que l'expert appelle « prendre rendez-vous avec l'avenir du métier ». Les instructeurs qui ne feront pas cette montée en compétences risquent à terme d'être limités à une clientèle de plus en plus restreinte, celle des gens déjà en pleine forme. Pour synthétiser toute cette approche, Caroline Berger de Femini utilise 3 mots qui m'ont semblé très forts: lucidité, précision, alliance. Et ces 3 mots résument parfaitement le changement de posture. La lucidité, c'est d'abord être lucide sur la réalité des corps qu'on accueille. Ce ne sont pas des machines parfaites. Et c'est aussi être lucide sur ses propres limites en tant qu'instructeur, savoir quand passer la main. La précision, on l'a bien vu, c'est l'idée de ne plus appliquer des recettes toutes faites, mais de faire des choix intentionnels, justifiés, pour chaque exercice, chaque consigne. C'est le passage à l'orfèvrerie. Et enfin, l'alliance. C'est la collaboration avec le client, qui redevient acteur de son parcours. Et c'est l'alliance avec les autres soignants qui trouvent enfin un partenaire fiable et compétent dans le monde du mouvement. C'est vraiment ce trio qui fait toute la différence. Comme le dit très joliment la source, il transforme le doute de l'instructeur en discernement et la peur de bouger du client en confiance retrouvée.
En fin de compte, ce qu'on voit se dessiner, c'est un véritable changement de paradigme. On quitte une vision du Pilate qui était centrée sur la forme, sur la performance esthétique, pour entrer dans une approche du soin au sens noble du terme. Le corps blessé ou douloureux n'est plus vu comme un obstacle à contourner, mais comme une histoire à écouter et à comprendre. Ce qui est fascinant, c'est que ça redéfinit complètement la notion de compétence pour un instructeur. La compétence, ce n'est plus seulement d'avoir un immense répertoire d'exercices en tête, c'est surtout de savoir lire un corps, savoir lire son histoire, ses compensations, ses appréhensions, et de collaborer intelligemment avec lui pour l'amener vers un mieux-être qui soit durable. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse le seul cadre du Pilates, en fait. Si cette approche si fine, si individualisée, devient la nouvelle norme dans une discipline comme celle-ci, qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir de toutes les pratiques corporelles? Est-ce qu'on ne devrait pas tous, qu'on soit athlète de haut niveau ou simple amateur, attendre et même exiger cette même alliance de lucidité, de précision et de soin de la part de ceux qui nous encadrent? La question est posée.